Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une troisième vidéo consacrée au pendule inversé dans lequel nous aborderons un aspect un peu plus pratique que la précédente vidéo, à savoir l'aspect électrique et électronique de la machine. Dans la première vidéo, je vous avais montré le fonctionnement de la machine que j'avais fabriquée. Dans la deuxième, j'expliquais la théorie physique qui se cache derrière cette machine, notamment le problème compliqué de la régulation. Dans celle-ci, nous allons explorer les différents éléments électriques de la machine et l'interconnexion entre ces éléments. Depuis la dernière fois, j'ai apporté quelques améliorations à la machine. J'ai d'abord remplacé le codeur avec un de meilleure résolution qui permet d'affiner la régulation. Ce codeur a une résolution de 10 000 incréments par tour au lieu de 1600 précédemment, ce qui nous permet d'avoir une régulation quasi parfaite, comme on peut le voir dans cette démonstration. Le pendule est même capable de faire des loopings sur lui-même. Rien d'extraordinaire, mais quand même, cela veut dire que la régulation fonctionne particulièrement bien. D'autant plus que sans perturbation externe, le pendule est quasiment immobile. Mais revenons au sujet de la vidéo du jour, nous allons parcourir le schéma électrique général de la machine qui se présente ainsi. Nous retrouvons ici le moteur pas à pas qui actionne le mouvement linéaire du chariot, ainsi que le codeur qui mesure l'inclinaison du pendule. Je rappelle ici que le but de la machine est de maintenir le pendule à la verticale en haut en déplaçant le chariot lorsque le pendule penche d'un côté ou de l'autre et de le ramener au centre du rail. Le codeur est un codeur incrémental avec deux canaux A et B. Le fonctionnement est simple. Lorsque l'axe du codeur tourne, il entraîne à l'intérieur un disque comportant des fentes, une lumière émise par une diode active, successivement deux sondes que l'on va nommer A et B. En sortie, nous avons deux signaux correspondant aux deux sondes se trouvant à l'intérieur qui changent successivement d'état. Et selon l'ordre, on peut déterminer le sens de rotation. À chaque changement, on incrémente ou on décrémente un compteur. Dans notre machine, le codeur ayant une résolution de 10 000 incréments, l'axe aura tourné d'un tour lorsque le compteur sera à 10 000. C'est le microcontrôleur qui se charge de faire le décompte des incréments et donc de déterminer la position angulaire exacte du pendule. Le microcontrôleur que nous voyons ici est le ESP32C3 et il a plusieurs tâches, notamment la lecture des paramètres et instructions données par l'ordinateur via un port sériel lié au connecteur USB, la lecture du codeur comme nous l'avons vu précédemment, la gestion de l'équilibre et du mouvement, et surtout la commande du moteur via le protocole de communication SPI que nous verrons plus loin. Le microcontrôleur est en communication avec l'ordinateur d'où il reçoit des informations et des instructions. La lecture des paramètres, c'est par exemple les valeurs des coefficients de régulation, la vitesse et l'accélération maximum ou la limite de course à ne pas dépasser. Notez qu'on aurait pu les fixer directement dans le programme du microcontrôleur, mais cela nous oblige à recompiler à chaque fois que l'on veut modifier une valeur pour tester. C'est donc mieux de pouvoir le faire en direct depuis l'ordinateur. Les instructions, c'est par exemple Start, Stop, mise à zéro du codeur, initialisation du driver, etc. Là aussi, on aurait pu le faire avec des boutons branchés sur les entrées du microcontrôleur, mais par l'ordinateur, on n'est pas limité par le nombre d'instructions. La trame de lecture est une trame de 5 octets, 1 octet d'adresse et 4 octets pour une valeur. Chaque paramètre ou instruction a une adresse différente, de manière à reconnaître à qui est destinée une nouvelle valeur ou une nouvelle instruction. La longueur de la trame est donc de 40 bits. Pourquoi une trame de 5 octets? Parce que c'est le parfait compromis entre efficacité et rapidité. Avec un octet d'adresse, on peut avoir 256 paramètres ou instructions différentes, ce qui est bien assez. Et avec 4 octets de valeurs, on peut envoyer des valeurs de type float, dont la précision est tout à fait suffisante pour notre machine. Revenons à notre machine. Ici, nous avons le driver du moteur, le TMC5160 de Trinamic. Qu'est-ce que c'est qu'un driver? Nous avons affaire à un moteur pas à pas deux phases. Pour le faire tourner, il ne suffit pas de lui appliquer simplement du courant comme on le ferait avec un moteur d'essai. Il faut distribuer le courant dans les phases de manière alternée. C'est la fréquence de l'alternance qui va déterminer la vitesse
et c'est le courant qui va déterminer le couple maximum du moteur. C'est donc ce module qui est chargé de distribuer le courant dans les phases du moteur en fonction des instructions qu'il reçoit depuis le microcontrôleur. Les instructions de mouvement ou les instructions de paramétrage sont envoyées par le protocole SPI qui ressemble beaucoup au protocole sériel UART que nous utilisons entre l'ordinateur et le microcontrôleur. Je ne vais pas détailler ici ces protocoles, je mentionne juste que ce protocole relie un dispositif maître, par exemple le microcontrôleur, et un dispositif esclave, ici le driver. 4 fils sont nécessaires pour cette liaison. Un clock, fourni par le maître, un signal de sélection du destinataire et de début de trame, l'envoi des données et éventuellement la réception de données demandées par le maître. D'un point de vue pratique, le protocole SPI est beaucoup plus rapide que le protocole série utilisé entre l'ordinateur et le microcontrôleur. Vous pouvez me demander pourquoi donc ne pas utiliser aussi le protocole SPI entre l'ordinateur et le microcontrôleur. La réponse est simple. À part Raspberry, que ce soit PC, Linux ou Mac, il n'existe pas à ce jour d'interface native sur un ordi pour ce type de communication. Les seuls ports disponibles sont USB et Ethernet. Ici, quel type d'instructions peut-on envoyer à ce driver? D'abord, il y a les instructions de paramétrage. Par exemple, le nombre de micropas par pas du moteur, le courant actif ou au repos, le mode de fonctionnement, par exemple mode position ou mode vitesse, la configuration du chopper, etc. Je rappelle que le chopper, c'est le mode de régulation du courant dans les phases du moteur. Ensuite, il y a des instructions de déplacement, par exemple position, vitesse, accélération et même décélération qui peut être différente de l'accélération. Quelques mots encore sur les instructions de déplacement. En mode position, si on a fixé la vitesse, l'accélération et la décélération, le profil de mouvement pour aller du point A au point B sera ce qu'on appelle un profil trapézoïdal décrit par ce graphique. La position en bleu et la vitesse en rouge. En mode vitesse, on n'impose pas la position. On impose uniquement la vitesse, l'accélération et la décélération. Si on fixe une vitesse très élevée, le mouvement sera lié uniquement par l'accélération et la décélération dans un mode dit triangulaire. C'est ce mode qu'on va utiliser pour notre machine. Pourquoi? Parce que l'on va exploiter le fait que c'est un mode qui fournit une accélération fixe donnée et déterminée par l'équation de régulation LQR que l'on a vue dans la dernière vidéo. Voilà, on a passé en revue les principaux éléments électriques ou électroniques de la machine, passons à présent au schéma électrique. Tout d'abord, j'ai réalisé un circuit imprimé sur lequel sont fixés les divers connecteurs, le microcontrôleur et le driver qui nous permet d'avoir un circuit électrique propre. Voici le schéma réalisé à l'aide du logiciel KiCad. Nous avons ici le microcontrôleur, le driver avec les connexions permettant la communication SPI entre le microcontrôleur et le driver. Comme on l'a vu, il faut 4 fils pour réaliser la communication SPI. C'est le microcontrôleur qui donne les ordres et le driver qui y répond. Le driver peut même envoyer des informations lorsque le microcontrôleur le lui demande. C'est d'ailleurs de cette manière que l'on connaît à tout instant la position du moteur. Ici, nous avons la connexion du codeur avec les canaux A et B venant du codeur. Là, c'est la connexion vers le moteur avec 2 fils par phase, soit 4 au total. Quant à la connexion vers l'ordinateur, elle se fait directement par la prise USB-C du microcontrôleur, prise qui n'est pas représentée ici car elle fait partie du microcontrôleur. J'avais aussi prévu quelques entrées vers le microcontrôleur dans le cas où je ferais les commandes par des boutons, mais finalement j'ai préféré le faire par l'ordinateur. À partir de ce schéma, j'ai réalisé le layout du circuit où nous retrouvons l'implantation des différents connecteurs ainsi que du microcontrôleur et du driver. Et voici le résultat final du circuit. J'aimerais mettre en avant ici l'aspect compact du système en comparaison à ce que d'autres de mes confrères ont pu réaliser il y a de nombreuses années dans des universités, des systèmes qui nécessitaient des gros calculateurs dans des grands boîtiers, mais qui, grâce au progrès de la technique, sont devenus beaucoup plus petits et performants. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons le code informatique ou plutôt les 2 codes de programmation.
Le premier concerne la programmation du microcontrôleur écrit en C++ qui s'occupe de la gestion de l'équilibre du pendule et du fonctionnement général de la machine, écrit avec Visual Studio Code. Le second concerne la programmation de l'interface sur l'ordinateur écrit en Swift, le langage natif de Mac OS qui permet de communiquer avec la machine, par exemple pour modifier des paramètres, d'en lire d'autres, de lancer l'équilibre, l'interrompre, etc. Voilà, nous arrivons au terme de ce chapitre consacré à la partie électronique du système. J'espère que cela vous a intéressé et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci et à bientôt.